Alors, Alexandre, Éric Ducharme s'est fait dégommer comme PDG de la SAAQ par la ministre des Transports Geneviève Guilbeault, qui le remplace par Annie Lafont. Ouais, on n'a pas entendu la fin du rapport de la commission Galland pour décider d'agir du côté du gouvernement de la coalition Avenir Québec. Éric Ducharme, sa tête roule. Donc, un deuxième PDG perdu du côté de la SAAQ va être remplacé par Annie Lafont, qui, elle, provient du secteur privé. Elle est avec la SAAQ depuis quelques mois déjà. Avant ça, elle était chez Beneva, travaillait à la transformation numérique. Tiens, ça va être utile. Et à l'expérience client. Également utile dans un contexte où c'est particulièrement ce qu'on reproche du côté d'Éric Ducharme, c'est le je m'en foutisme, qui avait été dénoncé d'ailleurs à la commission Galland. Parce que je rappelle, M. Ducharme arrive, lui, en relais à Denis Marcelet, qui s'est fait également montrer la porte en 2023. Et là, on lui donne le mandat de redorer l'image de la SAAQ. Et là, dans les suites du projet SACLIC, il est censé faire une espèce de ménage à l'interne, de ramener l'expérience client à son meilleur possible. Le problème, c'est qu'il fait rien de tout ça, si on en croit ce qui s'est dit à la commission. Entre autres, des vérificatrices, des vérificateurs internes qui ont témoigné en disant qu'ils ont levé tous les drapeaux rouges qui étaient possibles, en me disant mais il y a des problèmes, ça fonctionne toujours pas, on n'a toujours pas réglé tel problème, et que M. Ducharme serait resté impassible. On a même raconté du côté d'une des témoins que c'était comme si on lui crachait dessus la réaction qu'elle avait reçue dans un bureau. Et là, malgré tous les pseudo-efforts qu'aurait fait M. Ducharme et l'administration de la SAAQ à ce moment-là, je rappelle que l'Autorité des marchés publics a décidé de suspendre tous les contrats de SACLIC parce que c'était toujours pas géré comme il faut. Et donc, ça en était trop pour notre ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, qui a décidé de mettre à la porte Éric Ducharme. On va voir ce qui va se passer du côté de Mme Lafont, qui aurait, elle, bien évidemment, des compétences nécessaires pour mener tout ça à bien. Mais on se comprend que c'est un siège qui est assez brûlant, merci, dans lequel s'asseoir, et que le 15 décembre prochain, du moins jusqu'au 15 décembre prochain, date butoir pour remettre le rapport de la commission Galland. Tout ça, ça va pas régler aussi le presque 1,quelques milliard de dollars dans lequel la SAAQ se trouve dans le trou de ses finances. Geneviève Guilbeault, hier, a parlé de la SAAQ comme étant une organisation en perpétuelle crise. Moi, je vais vous dire, c'est son étoile à elle qui commence à pâlir. Et je vais vous dire pourquoi. Ducharme, c'est son choix à elle. C'est elle qui l'a nommé. On comprend qu'à la suite de ce qu'on a entendu à la commission Galland, c'était devenu une position intenable, d'autant plus qu'on a repoussé à la mi-décembre, au maximum, la date de dépôt de ce rapport-là. Les témoignages étaient accablants. On décrivait un PDG qui avait l'air bête, puis qui restait là, les bras croisés, puis qui n'avait pas l'air, en tout cas, d'être très intéressé, du moins si on se fie aux témoignages, à redresser la barre. Moi, j'ai l'impression hier qu'on a assisté à une espèce d'opération de relations publiques. Maintenant, j'ai pas été impressionné par les réponses de Geneviève Guilbeault. Je l'entendais, entre autres, hier avec notre collègue Julie Marcoux. Elle a vasouillé une espèce de réponse quand Julie lui a posé une excellente question. Qu'est-ce qui va lui arriver, lui, à M. Ducharme? Est-ce qu'il va être replacé ailleurs dans l'appareil gouvernemental? Ça serait pas surprenant. C'est pas de son ressort à elle. Il va avoir un remaniement ministériel d'ici la rentrée. Est-ce que Geneviève Guilbeault nous a fait ce grand show de boucan-là pour essayer de sauver son poste à elle? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne, Geneviève Guilbeault, pour redresser la barre? Mais là, attends, elle a d'autres accomplissements. Geneviève Guilbeault, il y a le dossier du troisième lien. Ouais. Oui, les cartables. Amenez-nous-en des cartables. 9,3 milliards minimum. Des bons arguments. Êtes-vous convaincu de l'argument du troisième lien, vous, concernant la sécurité économique, le corridor? Est-ce que c'est réellement le bon corridor? On n'est pas capable d'avoir des chiffres, un budget quelconque. Ça a l'air que ça arrive cet automne. Est-ce que Geneviève Guilbeault sera encore une fois la ministre des Transports cet automne? Moi, de plus en plus, je me questionne. Je me questionne sur qui va être encore en poste dans le prochain remaniement ministériel. Et est-ce que ça ferait du bien un changement d'air aussi à la tête du ministère des Transports dans le contexte actuel? Mais moi, honnêtement, tantôt, Alex, tu parlais de la nouvelle PDG qui doit redorer l'image de la SAAQ, mais on dirait qu'il est trop tard pour redorer l'image et ça va tellement prendre de temps. Et on d'argent. dirait que, et d'argent, exactement. Qu'on n'a pas nulle part, ni dans le gouvernement, ni dans les budgets. La capacité d'emprunt de la SAAQ, on apprend également qu'elle est sur le bord de péter. On est à la limite
qu'on peut atteindre sur la carte de crédit de la SAC. Puis la patience des Québécois aussi est pas mal à sa oui. limite, je crois. L'élastique est pas mal étiré, moi vous dire, bien franchement. Surtaxe sur le cuivre et le Brésil va y goûter aussi à partir du 1er août. Hein. Ouais, c'est de nouveau là, les lubies tarifaires du président américain là, qui ont été lancées hier là, au cours de toutes sortes de rencontres, là, a amené là, et confirmé que le 1er août 2025, ce serait la date d'entrée en vigueur d'une surtaxe de 50% sur le cuivre, comme c'est le cas pour l'acier, pour l'aluminium. Évidemment, c'est des tarifs qui risquent de faire très mal à nos industries ici, mais logiquement, également très mal aux consommateurs américains. Parce que le cuivre, je ne sais pas si vous êtes au courant, que c'est présent dans à peu près tout ce qu'on fait électroniquement ou presque. Là. On en a besoin pour nos semi-conducteurs, on en a besoin pour créer des électroménagers, on en a besoin pour presque tout. Et là, ce que ça risque de faire, c'est d'augmenter les prix de presque tout ce qui est fait avec du cuivre aux États-Unis pour les consommateurs, mais on justifie tout ça en vertu de sécurité nationale, parce que dans la défense, c'est le deuxième matériau le plus utilisé. On n'est pas surpris, là. Ça sert pour les munitions, les navires, les semi-conducteurs, les avions. On en a besoin à peu près partout. Mais est-ce que d'imposer un tarif va venir les aider dans leur défense nationale? Disons que le lien est un peu boiteux de ce côté-là. Et le 50% sur le Brésil, ça aussi, c'est assez spécial parce qu'on n'avait pas imposé aucun tarif au Brésil d'ici là. Parce que, contrairement à beaucoup d'autres pays, les États-Unis, eux, ont un excédent commercial avec le Brésil dans leurs échanges. Ce qui fait en sorte que, ils considèrent pas qu'il y a une débalance, ils n'avaient rien imposé. Et là, on l'impose pas pour un motif économique, mais pour un motif de pression politique, ce qui est autrement plus grave. Parce que c'est le procès en ce moment de Jair Bolsonaro, qui est l'ancien président brésilien, mais qui est également accusé de tentative de coup d'État. Je rappelle qu'il a essayé, lui, au Brésil, de faire à peu près la même chose qui s'est passé à l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 aux États-Unis, c'est-à-dire il y a eu des partisans qui ont pris d'assaut des bâtiments gouvernementaux et qui ont dû être arrêtés par la police, par même des déploiements militaires. C'était archi grave ce qui s'est passé et Jair Bolsonaro a été très impliqué là, lui-même dans ces déploiements-là. Donc, il est jugé en ce moment dans un procès, mais M. Trump, il voit un parallèle, bien évidemment, avec tout ce qui s'est fait par rapport à lui. Il va être solidaire. Veut être solidaire, appelle ça une chasse aux sorcières, tiens, on ressort des formulations des boulamites, et a décidé d'imposer cette surtaxe-là pour faire une pression politique sur des procès dans un autre pays. Je sais pas pour vous, mais ça, c'est la définition même de l'ingérence internationale. C'est la définition même du racket ou encore de l'extorsion. Là. Pourtant, c'est pas son genre. Ben voilà. Et c'est ce qu'on fait. Le président brésilien actuel, Luiz Inácio Lula da Silva, lui a répondu que le Brésil répondrait du tac au tac à chaque tarif que les Américains vont imposer. Bref, c'est loin d'être la paix, surtout qu'à l'horizon, qu'est-ce qu'on voit poindre? Une surtaxe de 200% sur les produits pharmaceutiques. C'est pas encore confirmé, mais ça flotte dans l'air du côté du président américain. Puis ça aussi, ce serait dramatique pour les consommateurs. Et j'ai écouté une mêlée de presse du président hier, puis à un moment donné, des journalistes y posent comme question. Vous vous basez sur quoi, M. Trump, pour déterminer votre grille tarifaire? Tout ça a l'air d'être très, très modulé avec des critères bien précis. Pouvez-vous nous expliquer votre logique? T'sais? Et là, le président Trump de répondre... C'est common sense, le gros bon sens. Ben oui. Tiens, Dis le gars qui a taxé des pingouins, des pingouins, manchots. c'est ça. Alors, nous voilà rassurés de ce côté-ci de la frontière au Canada, Monsieur le Président. Il y a encore du nouveau ce matin dans les pages du journal relativement à ces 4 arrestations là, pour avoir facilité une activité terroriste. On en sait davantage sur le site qui aurait été ciblé. Et il y a aussi ce témoignage, puis ça en est triste, là, le père d'un des accusés qui a parlé à nos collègues là, de Global. Oui, c'est sûr qu'il est bouleversé, mais est-ce qu'il connaît réellement tout du passé et des intentions de son enfant? Ouais, c'est un témoignage, disons, difficile à écouter de la part de Philippe Audet, qui est le père de Simon Anger Audet, qui est une de ces quatre personnes qui a été arrêtée, là, je rappelle, tu l'as dit, là, pour avoir facilité une activité terroriste. 4 membres également, dont 3 ont fait ou font partie des Forces armées canadiennes. Et là, le père de Simon Anger Audet, lui, est catégorique. Il raconte un peu ce qui s'est passé chez lui, il dit qu'il n'y a pas eu de motif d'arrestation, que c'est des fausses accusations, que son fils va perdre même son emploi. On peut écouter un petit extrait là, de lorsqu'il racontait l'intervention policière qui s'est menée chez lui. Ils ont lancé des grenades insonorisantes, puis ils ont rentré avec les armes à point. On s'est levé en panique, on se demandait ce qu'ils pensaient. On pensait que c'était la foudre qui avait tombé sur la maison.
Oui, parce que les interventions, il faut comprendre que quand on arrête des individus comme ça qui sont présumés être armés, Ils cognent pas à la porte, là. Non, c'est ça. Tu Ils cognes pas à la défoncent porte. la porte. Tu cognes à coup de bélier dans la porte. Et là, ils racontent qu'ils ont défoncé la porte patio. Et tu frappes aux petites heures du matin pour être certain d'arriver chez quelqu'un pendant qu'il dort, le saisir dans son sommeil par surprise et éviter qu'il puisse utiliser des armes. Ce qui est le cas de la plupart de ces hommes-là qui sont considérés comme armés, sachant s'en servir et potentiellement dangereux. Je rappelle, ils voulaient mettre sur pied une milice anti-gouvernementale. On apprend également qu'eux avaient une ZEC, une zone écologique contrôlée, qui est un territoire de chasse et de pêche au Québec, dans la région de Port-Neuf, dans leur mire, comme un repère potentiel. Et eux se disaient dans leur plan que si les autorités voulaient intervenir contre eux, venir les empêcher, ce serait un endroit isolé et facile à défendre. On comprend le recours là, au groupe d'intervention tactique pour aller chercher des gens qui ont déjà des plans de contingence au cas où les autorités voudraient venir les arrêter. On apprend également que leur idéologie en voulait particulièrement à Justin Trudeau pour les contrôles des armes à feu qui a imposé dans les dernières années au Canada et qu'il y avait même un des membres du groupe qui a fait du repérage d'infrastructures critiques à cibler éventuellement. Infrastructures critiques, on entend des hôpitaux, des centrales électriques, des systèmes de transport, des bâtiments gouvernementaux, tout ce qui est essentiel, bref, au fonctionnement de la société. On n'a pas précisé lequel exactement, mais c'est ça, des accusations de faciliter une activité terroriste. T'es pas obligé d'avoir passé à l'action encore. Si t'as un plan qui est échafaudé autour de tout ça, c'est des accusations qui pourraient te donner 14 ans de prison. Bref, on a hâte de voir la suite des choses parce que là, les familles ont l'air incrédules. Eux parlent de fans de simulation militaire et non de terroristes. Mais quand même, là, ils avaient réussi à regrouper entre 30 et 40 personnes qui allaient participer à leurs entraînements dans une carrière près de Québec, de champ de tir. Ils étaient organisés. Ils avaient un système de recrutement, ils avaient fait du repérage, ils avaient un plan. J'ai hâte de voir le reste du procès. Ouais, et quelles étaient les intentions réelles de ces individus-là? Parce que moi, les faits qu'on nous expose encore ce matin sont extrêmement troublants par l'ampleur de ce mouvement-là, l'organisation, le fait qu'on ait ciblé un espèce de plan de fuite. Qu'est-ce qui serait passé si ces gens-là s'étaient rendus dans cette ZEC? De quelle fait est-ce que ça aurait été quoi, un bain de sang? Il y aurait eu affrontement avec les autorités? On ne le sait pas à l'heure actuelle. Quelles étaient leurs intentions avec les espèces de lieux critiques? Tu sais, quand on dit, là, des infrastructures critiques à cibler, pourquoi on a fait du repérage? Quelles étaient les intentions? Qu'est-ce que ces gens-là voulaient faire? Moi, je vous dis, là, sincèrement, ce sera un procès assurément à suivre. Maintenant, pour les familles, je comprends que c'est un véritable cauchemar là, pour les familles, pour les proches de ces gens-là. Là, ça, c'est clair. Gilbert Rozon, lui, a été très, très, très vocal dans le corridor du Palais de justice de Montréal hier, là, au terme là, de son contre-interrogatoire. Il considère carrément que sa vie est finie. Ouais, ça faisait 10 jours qu'il était à la barre, mais là, cette fois-ci, là, c'était autour des avocats de la poursuite, là, de venir l'interroger. Répondu, on a dit de manière évasive, là, à beaucoup de questions, à un point où la juge Chantal Tremblay là, a dû le rappeler à l'ordre plusieurs fois parce que semble-t-il qu'il répondait pas ou répondait de manière détournée, restait évasif sur beaucoup de ses réponses. Et là, en sortant de tout ça, s'est vidé le cœur devant les médias qui étaient rassemblés, a dit qu'il ne pouvait plus pratiquer son métier, que sa vie est finie, qu'on le traite de paria, peu importe, qu'il gagne ou qu'il perde ce procès-là. Il a décidé, évidemment, encore de répéter là, cette phrase-là en disant qu'il est un bouc émissaire parce qu'il était un homme à femme, que tout le monde s'est construit des histoires, que toutes ces femmes-là mentent. Hein. Je rappelle, ils sont 14, elles sont 9, pardonnez-moi, à l'accuser pour 14 millions de dollars dans ce procès-là au civil, mais il y a plusieurs autres femmes qui poursuivent pas, qui sont venues témoigner également là, de gestes à caractère sexuel qu'elles auraient vécu aux mains de Gilbert Rozon. Donc, c'est pas un procès qui est terminé. Là. Je rappelle, on va faire une espèce de petite pause là, pour l'été. Ça va reprendre un peu plus tard, mais c'est un procès non seulement ultra médiatisé, mais dans lequel il y a des rebondissements. Je rappellerai, là, il y a eu des espèces de moments surréels où ça criait dans la salle de cours. Il y a des femmes qui le traitaient de menteur. Il se serait fait prendre à la gorge par également le conjoint d'une des femmes. Non, il y a vraiment... c'est vraiment un procès rocambolesque. Nouvelle vague de textos frauduleux. Ouais, faites attention, hein. Si vous recevez un texto comme quoi votre abonnement de Netflix serait terminé, que vous avez reçu un colis particulier, que ouais, ben tout ça, c'est probablement très faux, là, parce qu'en ce moment, là, on aurait une vague particulièrement de gens qui se présentent comme des livreurs de colis, oui, mais aussi comme Revenu Québec et
qui usurperait l'identité des policiers, là, ni plus ni moins. Là. Il y a des femmes, par exemple, là, qui racontaient là, dans le coin de Lanaudière que reçoivent des textos de la Ville de Montréal pour des supposées tickets de parking qu'ils n'auraient pas payés. Évidemment, on menace de retirer. Ça aurait pu... Non, je les ai payés. Hey, je les ai payés. L'année passée, je les ai toutes payées. Toi? Ouais, oui. Ouais, moi aussi, il était temps qu'on déménage. moi aussi, je suis Oui, abonné. mais on s'entend que la signalisation près de notre ancienne bâtisse pour les stationnements, c'était beaucoup de confusion. Puis Alex s'est fait prendre à moi, j'ai contribué. Moi, j'ai bien contribué, notamment à la petite caisse montréalaise. Grâce à toi, les nids de poules vont tous être remplis cette année. C'est toi qui les as financés. Exact, j'en suis convaincu. Mais ouais, c'est beaucoup là, des fausses contraventions de stationnement qu'on dit, puis on se comprend, là, ça devient inquiétant quand ça vous dit vous pourriez perdre votre permis, veuillez payer ça immédiatement. Cliquez sur le lien suivant. Tiens. Et là, c'est un point où la GRC a tiré la sonnette d'alarme le mois dernier en disant de faire attention. Le Bureau de la concurrence avertit également les consommateurs en disant que c'est de plus en plus fréquent. On dit là, qu'en 2024, là, 70% de tous les signalements qui ont été reçus au Centre antifraude du Canada pour hameçonnage provenaient à l'origine de messages textes. Faire attention. Faire attention, puis à un moment donné, on peut-tu se réveiller aussi au niveau de la justice? Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences sur ces crottés qui essaient de profiter des gens de cette façon-là? Il n'y en a pas de conséquences. Puis se tapent ses doigts, sont remis en liberté. Il n'y a pas, tu sais... Hey! Le jour où il va y avoir des peines moindrement sérieuses là, qui vont les faire trembler dans leurs shorts, là, des textos, des fraudeurs qui vont cibler les personnes âgées, il n'y en aura plus ou il y en aura moins. C'est impossible d'endiguer ça complètement, mais il y en aura moins. Actuellement, c'est trop facile. Il n'y en a pas de conséquences. C'était comme pour les vols de voitures. Là, ça a beaucoup baissé maintenant. Même chose. Mais les conséquences, je veux dire, le jeu en valait presque toujours la chandelle. Tu sais, c'était, OK, je pourrais me faire un 50 000 $ facile en revendant cette auto-là. Ça me prend 5 minutes la voler. Si je me fais pogner, j'ai 3-4 mois de prison. Le jeu avalait la chandelle dans tous les cas. C'est un peu la même chose là, pour ce qui est des fraudes. Tu as absolument raison. Non, il est temps qu'on allume... Marianne, il y a 2 Québécois qui se joignent à la comédie musicale La Légende de Monte Cristo, c'est en France. Ben oui, c'est le metteur en scène Serge Postigo qui a recruté 2 Québécois pour compléter sa distribution de la comédie musicale. Jonathan Caron et Raphaël Girard, qui ont respectivement 36 et 19 ans, qui vont apparaître dans ce spectacle qui est attendu à travers la France, la Belgique, la Suisse. On dit à compter de janvier 2026. Jonathan Caron, c'est un comédien et chanteur qu'on a pu voir, entre autres, dans Waitress l'été dernier. Lui, il dit qu'il s'attendait vraiment à rien en soumettant sa candidature pour ce spectacle-là. Même chose du côté de Raphaël Girard, qui lui dit bon, j'ai rien à perdre, j'ai pas de contrat pour l'instant, donc je vais amorcer le processus d'audition. Puis le lendemain, pas le lendemain, mais quelques jours après avoir envoyé son audition, il était appelé pour une audition en personne. Ça s'est passé extrêmement vite. Puis après avoir été convoqués sur place pour l'audition en personne, on a appris qu'ils feront partie de la distribution. Donc, Jonathan Caron qui va incarner le baron Danglers, qui est un des personnages clés. Et même chose pour Raphaël Girard, qui va devenir Albert de Morcerf, qui est aussi un personnage clé dans le dénouement de l'intrigue. Donc, bien, je suis vraiment... On dirait que c'est beaucoup de la fierté là, de voir des Québécois rayonner à l'international pour ce genre de spectacle-là. Donc, ça va prendre l'affiche au Dôme de Paris le 29 janvier 2026 et ça va poursuivre sa route pour plus d'une 50aine de représentations à travers les pays que je vous ai dit tout à l'heure. C'est une fierté locale là, ce matin. Je comprends donc. Puis on va pouvoir suivre l'hommage national à Serge Fiori dans le cadre d'une émission spéciale. C'est Paul Larocque qui va piloter une émission spéciale qui va être consacrée à la cérémonie d'hommage. Je vous rappelle que c'est la semaine prochaine, c'est le mardi 15 juillet et l'émission à LCN va débuter à 13h. On va revenir sur la carrière de l'auteur, compositeur, interprète du leader du groupe Harmonium. Il y a beaucoup de témoignages qui sont attendus, qui vont être partagés en direct à l'émission. Des collaborateurs, des chroniqueurs, des journalistes également de Québécois qui vont être mobilisés pour cette émission-là. Et sur le coup de 15h, on va retransmettre la cérémonie d'hommage national qui va être dédiée à l'artiste qui, malheureusement, est décédé le 24 juin dernier à l'âge de 73 ans à son domicile de Saint-Henri de Taillon, Lac-Saint-Jean. Et Alexandre, au sport, pour le CF Montréal, ça va pas nécessairement bien dans les compétitions internationales non plus. Là.
Non, saison de misère. Là. Saison de complète misère à date pour le CF Montréal. Il leur restait à peu près un seul objectif là encore accessible de leur côté, c'était le championnat canadien. Et là, ils affrontaient le Forge de Hamilton en quart de finale. On se comprend, là, c'est une série, là, on a plusieurs matchs qui se jouent. Ça se décide au total des buts. Ils sont éliminés 3-2 au total des buts. Ouais, dans un match nul de 2-2 devant leurs partisans au stade Saputo. Puis c'est une équipe de ligue inférieure, le Forge de Hamilton. Hein? C'est ça aussi qui retient l'attention. C'est que théoriquement, le CF Montréal joue dans une catégorie supérieure, mais se fait encore vaincre par une équipe qui provient d'une ligue moindre. Donc, on a une autre performance décevante du CF Montréal. Je rappelle qu'il y a un phénomène des portes tournantes aussi au sein de bien des administrateurs de l'organisation. Rien ne va plus, malheureusement, là, pour le CF.